Une série d'interviews, un ancien officier de renseignement aujourd'hui en exil, des déclarations qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias. Depuis plusieurs jours, une question revient avec insistance. Ces révélations peuvent-elles réellement changer la lecture des rapports de force au sommet de l'État camerounais, ou s'agit-il avant tout d'une nouvelle séquence d'une bataille politique plus large? Une chose est certaine. Lorsqu'un ancien responsable des services de renseignement décide de prendre publiquement la parole, son témoignage attire naturellement l'attention. Mais entre les faits vérifiables, les affirmations rapportées, les informations encore non confirmées et les interprétations politiques, la prudence reste indispensable. Car dans ce type d'affaires, la première responsabilité d'un journaliste n'est pas de désigner des coupables. Elle consiste à distinguer ce qui est établi de ce qui demande encore à être vérifié. Et c'est précisément ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Partie 1. Le contexte et les faits vérifiables. Depuis plusieurs jours circule sur Internet un entretien accordé par le capitaine Effoudou Aoussi, ancien officier ayant exercé des fonctions au sein des services de renseignement liés à la présidence de la République. L'entretien, réalisé par le journaliste Morgan Palmer, est présenté comme le premier épisode d'une série. Premier élément important, il s'agit bien d'un témoignage. Autrement dit, il reflète le récit de son auteur et ne constitue pas, à lui seul, une preuve des faits évoqués. Plusieurs des affirmations avancées concernent des événements qui n'ont pas été établis publiquement par une décision de justice ou par des documents officiels accessibles. C'est une distinction essentielle. Mais ce n'est pas tout. Le capitaine Effoudou est aujourd'hui une personnalité particulière. Ancien militaire, il a quitté le Cameroun et fait l'objet d'une procédure engagée contre lui pour désertion, selon les informations rendues publiques par les autorités. Son statut nourrit donc deux lectures opposées. Pour certains observateurs, son expérience lui aurait permis d'accéder à des informations sensibles. Pour d'autres, son départ du pays et son conflit avec certaines institutions inviteraient à examiner son témoignage avec une vigilance particulière. Ces deux réalités peuvent coexister. L'histoire politique montre d'ailleurs que les lanceurs d'alerte, les anciens responsables ou les témoins issus des appareils d'État peuvent parfois apporter des informations importantes, mais aussi défendre leur propre lecture des événements. C'est pourquoi aucune déclaration ne peut être considérée comme définitivement établie sans éléments indépendants venant la confirmer. Et pourtant, un détail attire particulièrement l'attention. Une partie des déclarations du capitaine porte moins sur des individus que sur le fonctionnement du pouvoir. Il décrit un système fortement centralisé où plusieurs décisions importantes seraient concentrées entre quelques acteurs institutionnels. Cette idée n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, de nombreux chercheurs, journalistes et spécialistes de la vie politique camerounaise soulignent le caractère très vertical du fonctionnement des institutions. Autrement dit, le débat dépasse largement une seule personne. Il concerne l'organisation même du pouvoir. Et c'est là que commence la véritable question. Partie 2. Une bataille de récits plus qu'une bataille de preuves. Lorsqu'un témoignage de cette nature apparaît dans l'espace public, une question revient toujours. Pourquoi maintenant ? Le calendrier politique compte souvent autant que le contenu lui-même. Plusieurs médias ont récemment évoqué des tensions, des réorganisations internes et différentes hypothèses concernant les équilibres au sein de l'appareil d'État. Dans ce contexte, certains analystes estiment que la publication d'un tel témoignage pourrait influencer les perceptions du public. D'autres considèrent au contraire qu'il s'inscrit simplement dans une succession normale de révélations médiatiques. Aucune de ces lectures ne peut être présentée comme certaine. Mais ce n'est pas tout. Les observateurs rappellent également qu'en politique, chaque prise de parole produit des effets, qu'elle soit entièrement exacte, partiellement exacte ou finalement contestée. Car une déclaration peut modifier le débat avant même que les faits soient totalement établis. C'est précisément ce qui rend ce dossier aussi sensible. Certaines affirmations de l'entretien concernent des rencontres, des échanges diplomatiques ou des discussions qui, si elles avaient réellement eu lieu telles qu'elles sont décrites, auraient une portée politique importante. Cependant, ces éléments n'ont pas été confirmés publiquement par les personnes concernées. Il convient donc de les considérer comme des déclarations attribuées à leur auteur, et non comme des faits établis. Cette nuance est fondamentale. Dans toute démocratie, la présomption d'innocence, le droit de réponse et la vérification indépendante demeurent des principes essentiels. Et pourtant, l'impact médiatique, lui, est déjà bien réel. Partie 3. Ce que cette affaire dit du système politique. Au-delà des déclarations de l'ancien capitaine Effoudou, une question mérite d'être posée avec calme. Que nous apprend réellement cette séquence sur le fonctionnement du pouvoir au Cameroun ? Car, au fond, le sujet dépasse largement un témoignage individuel. Les déclarations de l'ancien officier constituent avant tout un élément du débat public. Elles ne sauraient, à elles seules, établir des faits. En revanche,
Elles invitent à réfléchir à un phénomène que de nombreux politologues décrivent depuis plusieurs années, celui de la forte centralisation du pouvoir. Dans un système où une grande partie des décisions importantes semblent passer par un nombre limité d'acteurs institutionnels, les rivalités internes peuvent parfois devenir aussi décisives que les affrontements entre majorité et opposition. Ce n'est d'ailleurs pas une spécificité camerounaise. Des chercheurs ont observé des mécanismes comparables dans plusieurs États où le pouvoir est fortement personnalisé ou concentré autour de quelques centres de décision. Mais ce n'est pas tout. Dans ce type d'organisation, le citoyen a parfois l'impression que les grandes batailles politiques ne se déroulent plus seulement devant les caméras ou dans les urnes. Elles sembleraient aussi se jouer derrière des portes fermées, dans des bureaux où aucun journaliste n'est présent, dans des réunions dont les comptes rendus ne sont jamais publiés, ou encore dans des échanges auxquels le public n'a pas accès. Résultat, lorsqu'une information finit par sortir, elle est immédiatement interprétée de 1000 façons. Et c'est là que commence le véritable casse-tête. Prenons un exemple simple. Un haut responsable apparaît moins souvent en public. Immédiatement, certains y voient un désaveu. D'autres parlent d'une mission discrète. D'autres encore évoquent une stratégie de communication. Pourtant, dans bien des cas, personne ne dispose d'éléments suffisants pour trancher. Au Cameroun, cette mécanique est presque devenue une discipline nationale. Chez nous, un simple silence peut produire plus de commentaires qu'un long discours officiel. Une absence sur une photo devient un sujet de débat. Une poignée de main un peu froide est décortiquée pendant des semaines. Une nomination fait naître 50 analyses avant même que l'intéressé n'ait pris son premier café dans son nouveau bureau. On pourrait presque dire, avec un sourire, qu'au Cameroun certains citoyens sont devenus des spécialistes du langage des couloirs. Chacun interprète les moindres détails, comme si le moindre geste cachait forcément un message secret. Mais attention, le fait que cette culture de l'interprétation existe ne signifie pas que toutes les interprétations soient justes. C'est précisément là que le travail journalistique devient difficile. Le journaliste ne peut pas écrire « Voilà la vérité », simplement parce qu'une déclaration circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Son rôle consiste à faire ce que les réseaux sociaux font rarement, ralentir le rythme. Vérifier, croiser les sources, attribuer les propos, distinguer ce qui est confirmé de ce qui reste au stade des affirmations. Cette méthode paraît parfois moins spectaculaire. Pourtant, c'est elle qui protège le public contre les conclusions précipitées. Et pourtant, un autre détail mérite réflexion. Plus un système fonctionne dans la discrétion, plus les rumeurs prennent de la valeur. C'est presque une loi de la communication politique. Lorsque les informations officielles sont rares, les informations officieuses trouvent naturellement leur place. La nature a horreur du vide. La politique aussi. Quand les institutions parlent peu, les réseaux sociaux parlent beaucoup. Quand les communiqués sont courts, les commentaires deviennent interminables. Quand une explication manque, 10 hypothèses apparaissent. Et chacune trouve son public. Voilà pourquoi certaines révélations, même lorsqu'elles ne sont pas encore établies, peuvent produire un impact politique considérable. Non pas parce qu'elles seraient automatiquement vraies, mais parce qu'elles viennent occuper un espace laissé vacant par le manque d'informations publiques. C'est un phénomène que les spécialistes de la communication politique observent depuis longtemps. Le silence institutionnel devient parfois le meilleur allié de la spéculation. Et là, permettez-nous une petite parenthèse satirique, à la camerounaise même. Chez nous, on dit souvent qu'avant même que le coq ne chante, le quartier connaît déjà le résultat de la réunion, alors que personne n'y était invité. À peine une voiture entre dans une cour administrative que le téléphone commence déjà à chauffer. Tu as entendu? On dit que. Il paraît que. Quelqu'un qui connaît quelqu'un m'a dit que. En moins d'une heure, une simple visite devient une nomination. En 2 heures, la nomination devient un remaniement. En 3 heures, le remaniement devient une révolution. Et le soir même, chacun explique avec une assurance impressionnante ce que personne ne peut encore démontrer. C'est presque un sport national. Mais derrière cette caricature se cache une réalité plus sérieuse. Dans un environnement où les informations sensibles circulent difficilement, chacun tente de reconstituer le puzzle avec les pièces dont il dispose. Le problème, c'est qu'un puzzle incomplet peut facilement donner une image trompeuse. C'est pourquoi il faut constamment distinguer 3 niveaux. Premier niveau, les faits vérifiables. Ce sont les documents officiels, les décisions publiées, les déclarations enregistrées, les audiences annoncées, les textes de loi, les communiqués, les événements dont la réalité peut être confirmée. Deuxième niveau, les déclarations des acteurs. Lorsqu'un ancien responsable affirme quelque chose, cette déclaration mérite d'être entendue. Mais elle reste la parole de son auteur tant qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments indépendants. Troisième niveau, les interprétations. C'est ici que les observateurs, les éditorialistes,
les analystes ou les internautes proposent leur lecture. Certaines peuvent s'avérer pertinentes. D'autres seront peut-être infirmées par la suite. Tout relève cependant de l'analyse et non de la preuve. Confondre ces trois niveaux, c'est prendre le risque de transformer une hypothèse en certitude. Or, en politique comme en justice, les certitudes prématurées sont rarement de bonnes conseillères. Et pourtant, un dernier élément mérite d'être souligné. Les institutions ne se renforcent pas seulement par les textes. Elles se renforcent aussi par la confiance des citoyens. Lorsque le débat public repose sur des faits vérifiés, chacun peut se faire une opinion éclairée. À l'inverse, lorsque tout devient rumeur contre rumeur, témoignage contre témoignage ou interprétation contre interprétation, le risque est que plus personne ne sache où commence le fait et où s'arrête le commentaire. Au fond, c'est peut-être là la principale leçon de cette séquence. Plus qu'une affaire concernant des personnes, elle invite à réfléchir à la manière dont l'information circule dans un système politique. Et cette réflexion dépasse largement le Cameroun. Elle concerne toutes les sociétés où les citoyens attendent des institutions qu'elles parlent avec suffisamment de clarté pour que les faits puissent être distingués des hypothèses. Car une démocratie solide ne demande pas aux citoyens de croire les rumeurs. Elle leur donne les moyens de comprendre les faits. Et c'est précisément cette exigence qui devrait guider tout travail journalistique digne de ce nom. Partie 4. Analyse satirique. Le théâtre du pouvoir. Au fond, cette affaire dépasse largement les déclarations d'un ancien officier. Elle nous renvoie à une question plus profonde. Comment fonctionne un système politique lorsque le pouvoir semble s'organiser autour de quelques centres de décision, où beaucoup de choses se jouent loin du regard du public? Cette interrogation n'est pas propre au Cameroun. Elle concerne de nombreux États où les décisions majeures sont fortement centralisées et où la communication officielle laisse parfois place à de multiples interprétations. Mais ce n'est pas tout. Dans ce type de système, la politique finit parfois par ressembler à une immense pièce de théâtre. Le décor est visible. Les acteurs aussi. Pourtant, le public n'assiste pas toujours aux répétitions. Il découvre le spectacle une fois le rideau levé, sans connaître les discussions qui l'ont précédé. Le citoyen devient alors spectateur, mais aussi interprète. Au Cameroun, cette réalité prend souvent une couleur bien particulière. On pourrait presque dire, avec une pointe d'humour, qu'il existe deux administrations. La première rédige les communiqués. La seconde, beaucoup plus nombreuse, tente de les interpréter. À peine un communiqué est-il publié que les téléphones commencent à vibrer. Tu as vu. Ce n'est pas écrit, mais ça veut dire quelque chose. Lis bien entre les lignes. Et voilà que le texte officiel devient moins important que les commentaires qu'il suscite. Le communiqué tient sur une page. Les analyses, elles, remplissent des heures de débat. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, certains citoyens sont devenus de véritables spécialistes de la lecture des silences. On n'analyse plus seulement ce qui est dit. On analyse surtout ce qui ne l'est pas. Un responsable ne prend pas la parole pendant quelques semaines. Certains y verront un simple choix de communication. D'autres parleront immédiatement d'une disgrâce. D'autres encore imagineront une mission confidentielle. La vérité est que, bien souvent, personne n'en sait réellement davantage. Pourtant, chacun construit son scénario. Et chacun finit par défendre son scénario comme s'il s'agissait d'une certitude. C'est là toute la force, mais aussi tout le danger des apparences. Car la politique adore les symboles. Une photographie officielle est publiée. Au lieu de regarder l'ensemble de la scène, chacun commence par compter les chaises. Pourquoi celui-ci est-il assis à droite? Pourquoi celui-là est-il derrière? Pourquoi celui-ci sourit? Pourquoi l'autre ne sourit pas? Pourquoi celui qui apparaissait au premier rang la semaine dernière est-il désormais au second? Le moindre détail devient une énigme nationale. À ce rythme-là, certains finiraient presque par demander à un expert en géométrie d'expliquer le placement des invités lors des cérémonies officielles. Mais derrière cette satire se cache une réalité. Lorsque les informations circulent difficilement, le moindre symbole prend une importance considérable. Le vide informationnel ne reste jamais vide très longtemps. Il est rapidement rempli par les hypothèses, puis par les commentaires, puis par les certitudes. Et pourtant, une hypothèse répétée 1000 fois ne devient pas automatiquement un fait. Voilà pourquoi le travail journalistique exige de résister à cette tentation permanente. Le journaliste ne doit pas devenir le porte-parole des rumeurs. Il ne doit pas non plus les ignorer lorsqu'elles influencent le débat public. Il doit les replacer dans leur contexte, les attribuer, les confronter, les vérifier, et surtout rappeler, chaque fois que nécessaire, que certaines questions demeurent ouvertes. Mais ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux ont profondément changé les règles du jeu. Autrefois,
Une rumeur mettait plusieurs jours à parcourir le pays. Aujourd'hui, quelques minutes suffisent. Une vidéo est publiée. Quelques extraits sont découpés. Des phrases sont sorties de leur contexte. Puis chacun ajoute son interprétation. En moins d'une journée, plusieurs versions différentes d'une même histoire circulent simultanément. Le lendemain, certains débattent déjà des conséquences, alors même que les faits initiaux restent parfois à établir. La vitesse est devenue une arme. La vérification, elle, demande toujours du temps. Et malheureusement, la patience est rarement la qualité la plus populaire sur Internet. Permettez-nous ici une autre image, très camerounaise. Chez nous, lorsqu'un match de football est terminé, il y a parfois plus de sélectionneurs dans les quartiers que dans tout le ministère des Sports. En politique, c'est parfois la même chose. Chaque citoyen devient stratège. Chaque chauffeur de taxi a son scénario. Chaque vendeur au marché connaît la vraie version. Chaque mototaximan possède une source très sûre. Et cette fameuse source très sûre semble connaître tout le monde. Le cousin d'un conseiller, l'ami d'un colonel, le voisin d'un ministre, le chauffeur d'un directeur, le gardien d'une résidence. À écouter certains récits, on finirait par croire que toute la République se réunit chaque soir dans le même groupe WhatsApp. Évidemment, cette caricature fait sourire. Mais elle rappelle une chose essentielle. Une démocratie ne peut pas fonctionner durablement si la rumeur devient plus crédible que l'information vérifiée. Car lorsque chacun choisit uniquement les informations qui confortent ses convictions, le débat public cesse progressivement d'être un échange. Il devient un affrontement de certitudes. Or, les certitudes prématurées sont souvent les ennemis de la vérité. Et pourtant, il serait tout aussi dangereux d'écarter systématiquement les témoignages qui dérangent. L'histoire montre que certains témoignages initialement contestés ont parfois conduit à des enquêtes importantes. D'autres, en revanche, se sont révélés inexacts ou incomplets. C'est précisément pour cette raison qu'une société démocratique prévoit des mécanismes de vérification, d'enquête, et lorsque cela est nécessaire, de justice. Le rôle du journaliste n'est donc ni de condamner, ni d'absoudre. Son rôle est d'informer. Le rôle du citoyen n'est pas de croire aveuglément. Il est de réfléchir. Le rôle des institutions est de permettre que les faits puissent être établis de manière transparente. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable enjeu de cette séquence. Non pas savoir qui remportera une bataille médiatique cette semaine, mais savoir si les institutions parviendront à renforcer la confiance des citoyens grâce à davantage de transparence, de clarté et de communication. Parce qu'au fond, lorsqu'une institution explique clairement ce qu'elle fait, les rumeurs perdent naturellement de leur force. À l'inverse, lorsque le silence dure trop longtemps, chacun finit par écrire sa propre version de l'histoire. Et il existe autant de versions que de citoyens. Comme le dit avec humour un vieux proverbe revisité, quand la marmite reste fermée trop longtemps, tout le quartier commence à inventer la recette. Conclusion. Au terme de ce décryptage, une évidence s'impose. L'entretien du capitaine Effoudou est désormais un élément du débat politique camerounais. Il suscite des réactions, nourrit des analyses et relance des interrogations sur le fonctionnement des institutions et sur les équilibres du pouvoir. Pour autant, il est essentiel de rappeler qu'un témoignage, aussi marquant soit-il, ne constitue pas à lui seul une preuve des faits évoqués. Certaines affirmations demeurent des déclarations attribuées à leur auteur et demanderaient, le cas échéant, des vérifications indépendantes. Les personnes mises en cause conservent le droit de répondre, et seules les autorités compétentes peuvent établir des responsabilités selon les procédures prévues par la loi. Cette affaire nous rappelle aussi une leçon plus générale. Les crises politiques passent. Les polémiques passent. Les noms changent. Les fonctions changent. Les générations politiques se succèdent. Mais les institutions, elles, demeurent. Et c'est leur solidité qui garantit, sur le long terme, la confiance des citoyens. La véritable question n'est peut-être donc pas de savoir qui sortira politiquement renforcé de cette séquence. La véritable question est de savoir si cette période conduira à davantage de transparence, à une meilleure circulation de l'information et à un débat public plus serein. Car un pays avance lorsque les faits sont établis, lorsque les opinions peuvent s'exprimer dans le respect de chacun et lorsque les désaccords se règlent par les institutions plutôt que par les rumeurs. Le Cameroun, comme de nombreux pays, continuera sans doute à connaître des débats passionnés, des révélations, des controverses et des confrontations d'idées. Mais la qualité du débat dépendra toujours de notre capacité collective à distinguer les faits, les témoignages et les interprétations. À présent, la parole est à vous. Selon vous, cette séquence marque-t-elle un tournant dans le débat politique camerounais ou s'agit-il avant tout d'un nouvel épisode d'une confrontation de récits qui se poursuivra encore longtemps? Quels enseignements en tirez-vous pour l'avenir des institutions et de la vie publique?
Partagez votre analyse avec respect dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos points de vue, car c'est la diversité des analyses qui enrichit le débat. Et si vous appréciez les décryptages de Kame News, fondés sur les faits, la prudence journalistique et la mise en perspective, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et à partager cette vidéo autour de vous. Nous continuerons à suivre ce dossier, à vérifier les nouvelles informations lorsqu'elles seront disponibles et à vous proposer des analyses rigoureuses, sans précipitation et sans conclusion hâtive. Merci de votre confiance et rendez-vous très bientôt sur Kame News pour un nouveau décryptage de l'actualité politique camerounaise.